Au cours des années pendant lesquelles le mouvement des Sans-Terre a obtenu des expropriations, a installé des familles, les a aidés à s'installer et à progresser, le mouvement des Sans-Terre et les familles et les coopératives se sont rendus compte que l'agriculture conventionnelle dans laquelle ils étaient entrés, c'est-à-dire une agriculture qui utilise des intrants, des engrais, des produits de traitement, les conduisait à s'endetter et qu'ils n'arrivaient pas à rembourser leurs dettes. Enfin, en tout cas, un certain nombre de coopératives et de groupes se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à rembourser leurs dettes. Et ça les a amenés à se dire ben, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on ne va pas dans le mur, finalement? Et il y a eu pas mal de réflexions qui ont duré plusieurs années. Et je dirais, de mémoire comme ça, il y a 4, 5, 6 ans, le mouvement des Sans-Terre a proposé que l'on développe l'agroécologie, dont fait partie l'agroforesterie, me semble-t-il. Les familles qui se sont installées là se sont organisées, surtout dans le sud du Brésil d'ailleurs, pour créer des coopératives, pour créer des unités de transformation, des laiteries, des traitements de riz, du traitement du blé. Là, il y a eu toute une réflexion sur l'agroécologie et un certain nombre de ces coopératives et des agriculteurs qui en faisaient partie se sont engagés dans une démarche d'agroécologie. Tout au début, et maintenant on est encore au début, sur des surfaces assez petites et à titre d'essai. Parce qu'ils ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, surtout dans une technique qui est quand même, je pense, difficile à maîtriser sur le plan technique, qui n'est pas accompagnée par des gens très compétents au niveau du conseil agricole, dans laquelle il y a les outils dont on a besoin pour pratiquer cette agriculture écologique n'existent pas ou ne sont pas adaptés. Ce sont des outils pour un autre type d'agriculture. Et ils ont des difficultés à ce niveau-là. Alors en ce moment, ça existe, ça se développe, mais ça reste encore petit. Moi j'ai visité des exploitations en particulier dans l'état du Paraná, qui est un des états du sud du Brésil, et sur des surfaces de 10 à 15 hectares qui constituaient les lots des familles dans lesquelles je suis allé, l'agroécologie occupait 1,5 hectare, 2 hectares. Alors, ils étaient assez satisfaits de cette technique-là, parce que ces 2 hectares leur apportaient quelquefois plus que les 11 ou 12 ou 13 qu'ils avaient à côté en pâturage, en maïs ou en autre culture. Il me semble, moi, que la dynamique de l'agriculture écologique est plutôt porteuse. Ceci dit, il faut organiser les marchés, il faut organiser la commercialisation, il faut regrouper les produits, il faut que les gens acceptent de travailler ensemble, ce qui n'est pas évident, pas plus là-bas qu'ici. Et il y a quand même tout un travail à faire pour que cette agroécologie prenne sa place, se développe, trouve des marchés, etc. Et que des politiques publiques viennent l'appuyer. Or, avec le contexte actuel, depuis quelques mois maintenant, est complètement orienté vers l'agrobusiness et la grande agriculture. Le mouvement des Sans-Terre est simplement un mouvement social qui aide les familles à se rassembler et à lutter pour obtenir de la terre ou obtenir des crédits ou obtenir une organisation des marchés, des écoles, etc. de la part des pouvoirs publics. Mais ce sont les pouvoirs publics qui divisent qui exproprient les domaines, qui payent, si nécessaire, des indemnisations aux propriétaires, qui découpent en lots, qui attribuent les lots à telle et telle famille. C'est l'administration qui fait ça. Et ensuite, les familles, une fois installées, on leur dit, bon, maintenant vous êtes paysans, vous avez un lot, vous avez une maison, vous avez et puis des capacités, vous pratiquez votre métier. Et si elles veulent se rassembler, elles le font, si elles veulent travailler individuellement, elles le font. L'agriculture familiale, je dirais, ça reste du domaine de l'artisanat, je dirais, ou de l'agriculture sur des surfaces relativement modeste. Alors évidemment, ça dépend du type de culture et du type d'élevage que l'on fait, mais qui reste maîtrisable par une famille et puis, je dirais, 2, 3 employés, quelque chose comme ça. Au Brésil, je dirais les choses à peu près de la même façon. C'est une exploitation qui est sur une surface modeste, réduite,
et qui fait vivre une famille, cette famille vivant, je dirais, de façon tout à fait équilibrée par rapport au reste de la société, telle que la société devrait, enfin telle que les gens devraient vivre, c'est-à-dire qui a les moyens d'envoyer ses enfants à l'école, qui peut s'acheter une voiture, qui peut aller en ville, qui peut avoir des loisirs, prendre des congés, enfin ouais, vivre d'une façon décente, enfin, voilà. Les exploitations sur lesquelles on a été l'année dernière, hein, c'était il y a à peu près un an, c'était des exploitations familiales. Les personnes qui faisaient ça le faisaient à titre individuel. Il y avait une coopérative qui rassemblait les productions d'un certain nombre d'autres agriculteurs, peut-être même de cette famille-là aussi. Et ça, oui, c'était dans le cadre d'un programme d'acquisition des aliments, le PAA. C'est un programme de l'État fédéral qui a été mis en place par l'État fédéral il y a quelques années, je dirais, et qui consiste à aider des collectivités publiques, hôpitaux, écoles, collectivités, qui leur donnent des subventions pour acheter des produits de l'agriculture familiale. C'est destiné à encourager l'agriculture familiale. Et ça, c'est un programme qui a été très intéressant pour les agriculteurs familiaux et que le MST a beaucoup appuyé et s'en est beaucoup servi. Parce que ça incite les agriculteurs à se regrouper, à commercialiser ensemble leur production, parce que quand ils ont un client, un hôpital ou une faculté ou une école à 30 ou 40 km de là où ils cultivent, c'est plus économique de rassembler les produits, de les calibrer, de les présenter d'une façon homogène à une collectivité qui ensuite va les acheter, plutôt que de les vendre chacun de son côté. Bon. Et ça a beaucoup aidé les agriculteurs à se rassembler et puis à comprendre qu'il valait mieux travailler ensemble.